Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui se passionne pour l'innovation et s'impatiente aussi parfois. Prenons le secteur de la santé. Comment expliquer que la santé connectée ne décolle pas davantage et plus vite? Alors mon premier invité, Sébastien Maillot-Bibé, a une opinion assez tranchée sur la question et il nous dévoilera ses premiers éléments de réponse dans quelques instants. Ensuite, Victor Sicora nous présentera les news vues à travers les réseaux sociaux. Et puis au cœur de cette émission, on adressera le sujet de la pollution numérique. Pendant que le secrétaire d'État au numérique commence à travailler sa stratégie, peut-être même est en train de l'affûter, nos spécialistes feront leurs recommandations en plateau. Et puis enfin, je clôturerai cette émission avec un tout nouveau rendez-vous dans l'espace et puis aussi une technologie qui pourrait devenir notre meilleur allié contre la contamination dans nos espaces de travail. Mais donc avant toute chose, bonjour Sébastien Maillot-Bibé. Bonjour. Donc vous êtes consultant en stratégie associé au cabinet Verton et vous allez nous expliquer pourquoi, selon vous, la santé connectée tarde à décoller, aussi bien en France d'ailleurs qu'en Europe. Alors ce secteur, je sais que vous le suivez attentivement quand on s'est rencontrés. C'était à Las Vegas sur le CES en janvier. Et on parlait de cette flopée d'objets connectés qui allait arriver, être à nos petits soins très rapidement. Et puis finalement, non. Alors quelles sont ces forces de résistance ? Alors, il y a plusieurs forces de résistance. La première, et qui est d'ailleurs celle sur laquelle il va falloir que tout le monde travaille, ce sont les individus eux-mêmes, c'est-à-dire nous. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous ne voyons pas les avantages immédiats des objets connectés. Voilà. Et on est dans l'immédiateté quand même aujourd'hui. Donc, il faut qu'on ait consommateurs, il faut qu'on ait des avantages immédiats. On ne les voit pas parce que les objets connectés vont vous permettre de prendre en charge votre santé, mais c'est plutôt sur du moyen terme. Ce qui veut dire aujourd'hui que seulement 10% des Français ont une intention d'achat spontanée sur les objets connectés. Ouais, c'est très faible. Exactement. Et 66% des Français ne voient pas davantage. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, on va le voir après, il y a un manque de communication et de pédagogie sur l'utilité de ces objets connectés. Et notamment pour les jeunes, qui pourraient très bien être concernés par ces objets connectés, parce que c'est notamment quand on est jeune, par exemple, qu'on commence à fumer. Et aujourd'hui, vous avez seulement 15% des moins de 35 ans qui savent qu'il existe des objets connectés sur la santé. On oublie la cigarette électronique. On oublie, exactement. C'est vrai, vous avez raison. Et la troisième chose, quand je parle d'individus, je parle aussi des médecins. Parce qu'il y a des forces de résistance chez les médecins qui partent du principe que le digital risque de mettre en péril leur expertise, leur savoir, quelque part leur autorité par rapport aux malades. Et du coup, en fait, ils vous disent qu'ils pensent que la téléconsultation fera partie de leur quotidien. À 70%, ils le disent, mais pas avant 2030. Donc vous voyez bien que... Ah oui, ils prennent leur temps en fait. Exactement. Donc il y a des forces de résistance des individus eux-mêmes, y compris des médecins, et il y a des forces de résistance de la part des pouvoirs publics. La première chose, il faut savoir que les pouvoirs publics n'encouragent pas les objets connectés, ni même la téléconsultation. Il a fallu la pandémie pour que la téléconsultation soit autorisée à grande échelle et soit remboursée. Deuxième chose, il faut savoir que le système de santé publique français, mais on le constate dans beaucoup de pays, est en train de séparer les activités en deux. Au système public de santé, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques, les médecins, de prendre en charge les traitements, et donc les maladies graves, et aux mutuelles, c'est-à-dire aux organismes de santé complémentaires, de prendre en charge la médecine de confort, les petites maladies et la prévention. Et on sait très... Mais justement, parce que l'intérêt quand même des objets connectés, c'est d'arriver vers une médecine préventive. Oui. Et on se dit que peut-être les meilleurs alliés dans ce contexte, ce seraient les assureurs. Oui, alors les assureurs, effectivement, ils ont regardé le sujet très vite. Et ils se sont aperçus d'une chose qu'on n'avait pas vue dans les études, quand on interrogeait les personnes, c'est que les consommateurs qui achètent des objets connectés, ils le font parce qu'ils se sont toujours beaucoup intéressés à leur santé. Et donc, pour un assureur, s'il n'y a que les gens qui s'intéressent à leur santé, qui consomment des objets connectés, il n'y a pas de prévention, il n'y a pas d'amélioration du risque, puisqu'en fait, ceux qui ne s'intéressent pas à leur santé ne s'intéressent pas aux objets connectés. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à vous encourager à les utiliser, parce que ceux qui les utilisent sont ceux qui n'ont déjà pas de risque, puisque ce sont des sportifs, ils s'intéressent à leur santé, etc. etc. Ils n'ont pas forcément envie d'investir dans de l'éducation, justement, pour essayer de convertir une nouvelle population. Alors, ils se sont aperçus que... alors, ça marche aux États-Unis, mais aux États-Unis, ça marche pour une simple raison, c'est que les données, c'est-à-dire les datas
de santé sont facilement partageables. Et donc, les assureurs ont taxé le profil de risque des assurés. Oui. Voilà. En France, ce n'est pas possible, et en Europe non plus. Donc, les assureurs aujourd'hui, ils s'intéressent qu'à un seul sujet, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un effet positif sur le risque, c'est la prévention des chutes des personnes âgées, des personnes en perte d'autonomie. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on a comme levier pour essayer de faire en sorte que ça décolle? Alors, il y a des leviers de plusieurs ordres. Déjà, il va falloir qu'on lève petit à petit, même s'il faut protéger les datas, un certain nombre de contraintes juridiques. Et vous savez que, par exemple, les datas bancaires ont fait l'objet de plusieurs directives européennes et sont partagées aujourd'hui. On n'en est pas encore là sur la santé. Et il va falloir sans doute qu'on y aille parce que on s'aperçoit que la prévention est une source d'économie à long terme très importante pour les systèmes de santé. Et donc, je pense que ça va bouger. La deuxième chose, intéressons-nous aux individus. Et en fait, partons du principe que plutôt que de mesurer sa tension ou son pouls, ou le nombre de pas. Il faut sans doute que les industriels pensent à donner les moyens aux individus, c'est-à-dire nous, à monitorer leur mode de vie et l'ensemble du mode de vie, l'alimentation, le niveau de stress, le sommeil, la pratique sportive, etc., etc. Ce qui ferait que c'est-à-dire une sorte de super app, un coach numérique de vie pour mieux dormir, mieux manger, se sentir mieux et avoir finalement une vie sans doute qui présente moins de facteurs de risque à long terme. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un frein culturel évident? Parce que on se rend compte que finalement, au moment du passage à l'acte, on se retrouve devant un formulaire où il faut rentrer ces données de santé ou ces données, on va dire, de vie quotidienne. Oui. On se dit d'un seul coup, là, mais qui récupère ces données? Qu'est-ce qu'ils en font? Alors, ça va être le problème. Je reviens à mon premier point. Tant qu'on n'arrivera pas à démontrer aux individus que leurs données sont anonymisées, qu'elles sont protégées et qu'elles sont utilisées que pour les aider, eux, ça ne va pas bouger. Transparence. Donc. Exactement. Transparence. Et puis, il y aura sans doute à long terme aussi un effet sur le coût des complémentaires santé. Si effectivement la santé globale des Français s'améliore, alors on peut espérer à long terme que le coût de ces complémentaires santé baisse. Et puis, les médecins, qu'est-ce qu'on peut faire auprès des médecins? Les médecins, en fait, il faut le faire comme dans d'autres industries qui ont connu justement des difficultés par rapport au digital. Je parle par exemple de l'assurance, où en fait vous aviez les distributeurs d'assurance, que sont les agents, qui étaient contre le digital parce qu'ils partaient du principe que les compagnies allaient les tuer, alors qu'en fait c'est le contraire. Eh bien, il va falloir qu'on travaille sur la formation des médecins. Aujourd'hui, les seules formations sur la santé connectée pour les médecins, c'est pour le cadre juridique. Ce n'est absolument pas dans la pratique de la médecine. Et on voit bien que les médecins qui utilisent de plus en plus les objets connectés, la téléconsultation, trouvent ça formidable, et ceux qui ne l'ont jamais utilisé, ils trouvent tous les défauts. Donc il va falloir que dans les études de médecine, évidemment, on travaille sur ce et des nouveaux usages. Exactement. Merci beaucoup Sébastien Maillot-Vibé du cabinet de conseil en stratégie Verton. On enchaîne avec l'actu vue par Victor Sicora. L'actualité vue sur les réseaux sociaux par Victoire Sicora. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Alors, un des top hashtags sur Twitter, c'est Anti-Student Modi Government, un hashtag qui renvoie à la situation critique en Inde où la polémique enfle. Alors que la pandémie explose, le gouvernement a décidé de maintenir les examens pour les écoles d'ingénieurs et notamment le très réputé Indian Institute of Technology. Une catastrophe pour les étudiants, anéantie pour certains. 2 millions d'Indiens sont concernés. Ils sont nombreux à manifester ouvertement le report des examens JEET et NEET. Le risque sanitaire serait considérable, sans même parler des crues d'eau qui sont impressionnantes en Inde en ce moment. Sur Twitter, c'est l'effusion de tweets. Il y a même quelques députés indiens qui se sont risqués à soutenir le mouvement étudiant. Et alors sur LinkedIn, vous nous avez trouvé une nouvelle façon de travailler ses maths. Oui, parce que j'ai jamais été une grande fan des maths à l'école. Et je pense qu'à l'époque, j'aurais adoré qu'on me montre cette vidéo. C'est une manière de travailler ses mathématiques en s'appuyant sur la réalité augmentée. Franchement, c'est quand même beaucoup plus parlant. Le logiciel, c'est GeoGebra AR et il a été conçu par Marcus Owen Warter. Ce qui est révolutionnaire, c'est que le logiciel a été conçu pour tous les niveaux et tout est 100% dynamique. Sur LinkedIn, les professionnels voient surtout les développements potentiels en termes de
pédagogie, histoire de rendre les maths quand même un peu plus concrets. Super. Et le chiffre du jour? Alors c'est 34,4 millions de dollars et c'est un record mondial en matière de e-sport. C'est aussi la somme que se partageront les heureux gagnants du tournoi estival officiel de Dota 2 organisé par Valve. La compétition The International 10 aurait dû se tenir fin août, mais la Covid oblige le report de la compétition à une date ultérieure. C'est ce que les organisateurs expliquent notamment dans ce tweet. Ce qui ne les a pas empêchés pourtant de laisser la cagnotte se gonfler et atteindre des chiffres mirobolants. Les gamers pensent que cette dernière frôlera les 35 millions de dollars d'ici au 19 septembre, date de sa clôture. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que la majorité des fonds viennent des joueurs. Valve, de son côté, n'a donné que 3 millions d'euros. Pour info, l'an passé, les 5 gagnants avaient gagné plus que Novak Djokovic à Wimbledon, une info qui avait retourné Twitter. Oui, c'est impressionnant. Et alors, vous avez été surprise par une nouvelle pratique sur LinkedIn? Oui, et pour cette news, je vous emmène tout droit dans la rédaction de Bismart. Je faisais mes recherches sur LinkedIn et là apparaît une page blanche où on me demande de procéder à une vérification de sécurité, mais pas n'importe laquelle. Regardez, un animal apparaît au centre de la page et on vous demande de le replacer dans le bon sens. Fun fact, ce n'est jamais le même animal. Ours, chien, girafe, cheval, ça change à chaque fois. Le pire, c'est que vous êtes chronométré. Sybille, ma collègue, a fait un score de 66 secondes. Je pense qu'ils ont vu mieux. Et pourtant, ça a suffi à déverrouiller la page. Un nouveau captcha, donc, pour distinguer les ordinateurs des utilisateurs humains. On a hâte de voir ce qu'ils vont inventer pour la suite. Alors, retour sur Twitter avec la conférence Neuralink. Ça y est, on va enfin en savoir plus sur Neuralink. Je vous rappelle que Neuralink, c'est la start-up d'Elon Musk qui développe des implants cérébraux. Ce soir, à minuit, heure française, se tiendra une conférence de présentation du projet et on n'avait pas eu d'informations depuis 2016, donc c'est très attendu. Elon Musk a, comme à son habitude, teasé ses fans sur Twitter en promettant un Neuralink fonctionnel et les internautes se sont tout simplement enflammés. Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans cette présentation? On devrait normalement pouvoir assister au fonctionnement d'un robot de 2e génération en charge de la connexion entre sa technologie et un cerveau, mais aussi et surtout une démonstration de neurones fonctionnant en temps réel. Je vous laisse imaginer les espoirs que ça génère sur les innovations de santé. Sébastien Maillot-Bibé, vous êtes prêt, vous, à connecter votre cerveau à une machine? Non, pourquoi pas. Ben voilà, un aventurier avec nous. Eh bien, vous restez d'ailleurs en plateau, ça va être l'heure de notre débat sur la pollution numérique. Il faut réduire la pollution numérique. Oui, mais comment? Alors, le secrétaire d'État à la transition numérique, Cédrico, a annoncé qu'il allait présenter une stratégie française sur le sujet. Alors, sans en dire davantage, il a quand même lâché une petite phrase qui a fait beaucoup parler et réagir. Quelles sont les pistes à envisager et puis quelles sont aussi les fausses bonnes idées? On en parle tout de suite avec Sébastien Maillot-Bibé, consultant en stratégie au cabinet Verton, avec Avra Dzeveleski, qui est responsable de la practice développement durable au sein du cabinet de conseil en stratégie Kearney. Donc on est vraiment centré sur la stratégie avec vous. Nous débattrons également en visio avec Charles Duboulet, qui est président CDC Archineo. Archineo a été une filiale de la Caisse des dépôts, mais aujourd'hui, elle est propriété de DocaPost, la filiale numérique du groupe La Poste. Et sa spécialité, c'est l'archivage numérique. Et puis, je vais tout de suite donner la parole à Inès Leonarduzzi, qui est PDG de Digital for the Planet. Bonjour Inès Leonarduzzi. Bonjour. Vous nous entendez? Je vous entends très bien. Magnifique. Alors, on va commencer peut-être avec la base. Qu'est-ce qui pollue aujourd'hui le plus dans le numérique? Aujourd'hui, la pollution numérique environnementale telle qu'on l'entend, elle est composée, elle se divise en 3 parties. D'abord, vous avez la fabrication des appareils électroniques qui va être la partie la plus polluante. Ensuite, vous avez les usages au quotidien, mais qui représentent 25 à 30% de la pollution numérique. Et puis, la mauvaise gestion du recyclage des D3E, pour parler plus largement, c'est-à-dire des déchets d'équipements électriques et électroniques. Souvent, la fabrication et le recyclage sont intimement liés, puisque d'ailleurs, l'alliance des deux pourrait être une solution aussi à réduire cette pollution numérique. Alors, la Convention citoyenne pour le climat a fait une série de propositions qui restent encore un petit peu floues, mais enfin on y parle d'écolabel, d'éco-conception, de récupération de la chaleur ou de relocalisation des data centers notamment. Est-ce que vous êtes en accord globalement avec ce qui a été donné, livré comme première piste ?
Les premières pistes, elles sont intéressantes parce elles sont pertinentes, mais ça n'est pas comme ça qu'on va régler tout le problème. Il faut prendre les choses beaucoup plus en amont, déjà dans des filières d'extraction de minerais et de terres rares plus propres en Afrique. Il faut parvenir à concevoir un appareil qui soit bienveillant avec la planète, notamment pour prendre exemple on a des pistes avec le Fairphone, qui aujourd'hui ne répond pas complètement aux attentes des consommateurs, mais qui est une excellente piste et qui est une solution viable aujourd'hui. Donc c'est d'abord comment on va accaparer la production de smartphones pour pouvoir déjà réduire de manière conséquente la pollution numérique. Les usages, c'est pas là où on va le plus impacter positivement l'environnement. Je pense que les solutions qui sont proposées sont bonnes, mais elles sont éparses et elles ont besoin d'un peu plus d'ordre et de continuité. Alors oui, vous oui. parliez juste des usages. C'est vrai qu'il est fait mention aussi de sobriété numérique. Et pour vous, ça, c'est compliqué à mettre en place? Non, au contraire, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile, mais c'est Parce que peut-être ça veut de dire fait. que ça passe par de l'éducation sur les usages. Absolument, ça va être essentiel. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui que le numérique, c'est pas illimité, c'est pas transparent, c'est pas virtuel comme on a été éduqué à le comprendre et à l'apprendre depuis que le numérique est dans nos mains. Mais c'est surtout de la consommation électrique, de la consommation donc d'énergie, et qu'à chaque fois qu'on visionne une vidéo, à chaque fois qu'on envoie des mails, eh bien, c'est de la consommation comme si on laissait la lumière allumée ou le frigo ouvert. Donc tout ça, effectivement, il va falloir qu'on soit sensibilisé sur ces enjeux. Est-ce que, selon vous, la France est plutôt une bonne ou une mauvaise élève? Parce qu'on a un peu plusieurs sons de cloche sur les réseaux sociaux à ce sujet. Alors, très sérieusement, l'ARCEP, le régulateur des télécoms, Sébastien Soriano, nous a montré via des courbes que finalement le trafic des télécoms avait explosé entre 2013 et 2019. Les débits ont été aussi largement augmentés. Et pour autant, la consommation, elle, enfin en tout cas, pardon, l'émission carbone des opérateurs, elle, a baissé. On a eu d'autres exemples qui ont été donnés qui nous expliquent que la France est plutôt dans un cercle assez vertueux du côté des fabricants. C'est pas faux du tout. La France, moi, je dirais qu'elle est plutôt bonne élève. Elle a déjà été pionnière avec des actions comme celles que nous avons menées avec Digital for the Planet, mais également The Shift Project ou Green IT. On a été en amont sur ces sujets depuis bien un peu plus d'une quinzaine d'années. Et je ne dirais pas qu'on est mauvais élève. Après, on est un peu frileux pour prendre des actions fortes qui auraient beaucoup plus d'impact. Parce que déjà, à l'échelle d'un pays, c'est pas évident d'avoir du leadership sur un sujet. Et c'est pour ça aujourd'hui que la pollution numérique doit se doter de la cohésion européenne. Ça, c'est évident pour avoir de l'impact à plus large échelle, ce dont on a besoin. Alors avant de vous laisser partir, parce que je sais que vous avez un rendez-vous après, qu'est-ce que vous feriez comme recommandation à Cédric O, secrétaire d'État au numérique? Eh bien, ce qu'il a mentionné, je pense que l'éducation à ces sujets, mais avant de parler d'éducation qui est très infantilisant, c'est l'information. Simplement déjà de donner des informations. On a une loi qui n'est pas passée, c'est fort dommage, il y a 2 ans, qui consistait par exemple à écrire sur les appareils sur les boîtes des appareils électroniques l'impact carbone. Ça a été refusé alors qu'il y avait une quasi-unanimité au Sénat. Ça a été refusé par le ministère de la Santé. Il y avait aussi l'enjeu d'expliquer que les écrans étaient nocifs pour les enfants de moins de 3 ans. Tout ça a été refusé. Ces actions-là sont à reprendre. Elles sont nécessaires pour l'information. L'information, elle ne se passe pas que sur les émissions de télé et dans les articles et les tribunes dans certains magazines. La première chose ensuite, créer une filière saine du numérique et pouvoir être en transparence avec où sont nos données, comment est extraite l'énergie, de quelle énergie on parle pour alimenter nos serveurs, etc. Donc c'est un vaste sujet. Je sais aussi que vous n'avez pas beaucoup de temps, qu'il faut laisser la parole à d'autres, mais c'est bien complexe. C'est pas une réponse simple, mais ça ne veut pas dire qu'elle est impossible, au contraire. Merci beaucoup Inès Léonard-Duzzi Merci à d'avoir vous. témoigné dans Smart Tech. Je rappelle que vous êtes CEO de Digital for the Planet. Alors je me tourne vers vous, Avrat Eveleski, qui est notre consultante en stratégie avec Sébastien Maillot-Bibé. Déjà, vous percevez le numérique plutôt comme un ennemi ou comme un allié dans cette question de transition énergétique et d'écologie? Je trouve
je rejoins là-dessus le propos de Cédric O qui pose le fait que le numérique fait probablement partie de la solution dans la transition écologique. On peut prendre des exemples comme le fait de toutes les optimisations que permettent les données pour les entreprises. En particulier, parlons de l'efficacité énergétique des bâtiments. Le bâtiment présente 20% des émissions de gaz à effet de serre et grâce au numérique, c'est une consommation qui peut être optimisée. Par ailleurs, c'est l'information dont parlait tout à l'heure Inès, l'information dont elle parlait dans un sens d'informer le consommateur sur son impact environnemental, c'est aussi l'information par rapport aux actifs disponibles. Et là, on va être dans l'économie du partage, avoir des actifs qui peuvent être partagés entre différents usagers. C'est Blablacar, c'est Airbnb, c'est Le Bon Coin. Tous ces usages sont rendus possibles par le numérique. On pourrait aussi ajouter Yuka, qui est quelque chose qui est aussi très utilisé, ou Too Good To Go, pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc je pense que le numérique fait partie de la solution, est important, mais il a un impact environnemental, à la fois en termes d'émissions et de pollution, et il faut le prendre en compte. Sébastien Maillot-Bibé, vous aussi, vous êtes sur la stratégie. Je voulais savoir comment vous aviez réagi quand Cédric O a lâché cette petite phrase. Alors, il a dit, je le rappelle, il faut aussi qu'on apprenne à éviter de regarder des vidéos de manière compulsive. A-t-on besoin de regarder autant de vidéos, autant d'emails ? Écoutez, j'ai été assez étonné. Et je trouve que son propos est sans doute fort et il n'est pas forcément exact. Je peux vous dire que pendant le confinement, on a été très heureux, nous les consultants, d'avoir la vidéo et de pouvoir continuer à animer des réunions, à animer des ateliers de travail, etc. etc. Et puis, moi je pense que le digital, c'est une solution aussi pour la culture. Partager des vidéos, avoir accès à un certain nombre d'éléments culturels pour lesquels c'était difficile d'avoir accès avant, c'est fabuleux. Donc, je pense que... Et d'autant plus dans un contexte où on est entre le confinement et on nous, difficultés on nous encourage au télétravail, en même temps on nous dirait arrêtez d'utiliser le numérique pour continuer à travailler. Donc, je trouve que le propos n'était pas forcément... Il y a une petite contradiction. Oui, exactement. Alors la Convention citoyenne pour le climat, elle a aussi évoqué, je le disais, la sobriété numérique, l'éducation à la sobriété numérique. Jusqu'à quel point on peut demander aux utilisateurs, aux internautes, de réduire, de revoir à la baisse leurs usages ? Alors, d'abord, le mot éducation, je partage le propos d'Inès. Moi, je le trouve pas très positif parce que c'est encore traiter les gens comme des enfants. Il faut parler plutôt de sensibilisation, il faut parler d'information pour que les personnes prennent conscience que dans leur usage numérique, il y a des choses qui peuvent être améliorées et qui donc pourraient permettre de diminuer l'empreinte carbone et l'empreinte de pollution. Je vous donne quelques exemples. Moi, je n'éteins jamais, par exemple, ma tablette. Il y a un système de notification, donc la nuit, elle se met en route, elle affiche la notification même si je dors. Idem dans notre smartphone. Ça va falloir changer ça, Sébastien Maillot. Exactement. Non, mais on pourrait y réfléchir. Exact. Autre exemple, dans notre smartphone, nous utilisons toujours les 10, 15 mêmes applications. On en a 50 ou 60 qui, elles aussi, génèrent de la consommation, des notifications, et qui font que si on optimisait justement les notifications, le nombre d'applications qu'on a dans notre smartphone, il consommerait moins d'énergie. Donc, il y a tout un tas de bonnes pratiques que l'on pourrait expliquer, partager, et non pas obliger, faire de l'éducation et traiter les consommateurs comme des enfants. Voilà. Avrad Zevelecki, l'industrie numérique, est-ce qu'elle a pris, elle, vraiment conscience de son impact sur l'environnement ? Absolument, Delphine. L'industrie du numérique s'engage. Aujourd'hui, on la voit s'engager. On a des exemples très précis déjà qu'on peut voir. Une box d'Orange de Free qui est 40% plus économe en énergie. Mais pas seulement l'industrie du numérique. On parlait tout à l'heure de chaleur fatale des data centers. On va voir Natixis à Val d'Europe qui va, grâce à l'énergie, la chaleur de son data center, chauffer une piscine et une pépinière d'entreprise. Tel autre acteur, DeepMind, pour un data center de Google, grâce à l'intelligence artificielle, et on voit là l'effet
positif du numérique, grâce à l'intelligence artificielle, va permettre de réduire de 40% les besoins de refroidissement du data center de Google. Donc plus que des engagements, vous dites qu'il y a vraiment des actions qui se mettent en place et on n'est pas encore au stade des petites actions essaimées un peu trop Alors, il y a une étape de pilote et de montée en charge. La prise de conscience, elle est là, les engagements démarrent et une dynamique positive se met en route. C'est ce que j'aurais envie de retenir de la démarche des industriels. Est-ce que si cette démarche est davantage prise en compte par les industriels, on risque de voir, peut-être pas une flambée, mais enfin une augmentation des prix pour les utilisateurs, pour les internautes ? Il me semble que c'est un point intéressant. Il me semble aujourd'hui que ce n'est pas le cas avec ce qui est mis en place. D'ailleurs, si on prend tout ce qui est circularité, donc les leviers qu'ont les industriels, c'est très traditionnellement l'efficacité, la décarbonation de leur énergie et la circularité. Donc sur le volet de la circularité, avec des box reconditionnées, chez Free et chez Orange, par exemple, ou des mobiles reconditionnés chez Bouygues ou dans les boutiques de Bouygues et d'Orange, il n'y aurait aucune raison d'avoir une hausse des prix, au contraire. Et pour le bénéfice le plus global de la société. Bon, nous verrons cela. Nous allons donner la parole à Charles Duboulet de CDC Archineo, qui est également en ligne avec nous. Bonjour Charles Duboulet. Bonjour. Alors, vous avez écouté notre débat. Vous avez peut-être déjà des réactions, une réaction à partager avec nous ? Bon, alors, je vais vous poser ma première question parce que allez-y. je ne pensais pas d'ailleurs poser un jour cette question. Pour autant, on a longtemps dit le zéro papier, c'est super important. Il faut basculer dans le numérique, il faut stocker dans le cloud, il faut tout numériser au maximum. Aujourd'hui, est-ce que le bilan est positif ? Est-ce qu'on peut dire que ce zéro papier, donc le numérique, pollue moins que ce qu'on faisait avant avec le papier ? Alors, on est à mi-chemin. C'est pour ça que le bilan, il est positif, parce que la courbe, elle va dans le bon sens. Hier, on avait des serveurs qui nous permettaient, et des PC qui nous permettaient de fabriquer quelque part du papier qu'on signait, qu'on envoyait, et ainsi de suite. Je dirais, en ce moment, on est entre je signe des documents sous forme numérique qui ont une valeur probatoire numérique, et donc là, je supprime totalement la chaîne du papier, et puis, je suis encore à traiter du papier. Et donc, c'est là où le bilan, il n'est pas encore très, très positif, parce qu'on est dans ce changement. Et tout changement, ça implique de la réorganisation. Donc, pour les entreprises qui sont tout de suite basculées nativement je vais vers du zéro papier quelque part, je décide de la relation avec mes fournisseurs, elle doit être 100% numérique, elles ont immédiatement un bénéfice, mais ça c'est pour les entreprises jeunes qu'elles peuvent faire. Pour les entreprises qui ont un passé, qui ont une histoire, qui ont une organisation, c'est plus compliqué à faire, et donc pour elles, j'allais dire, ce retour sur investissement quelque part vers le zéro papier, le bénéfice du zéro papier, ça va mettre 6 mois, 8 mois, 10 mois, éventuellement plusieurs années, parce que c'est long à mettre en place, parce que ça implique une réorganisation dans l'entreprise. Alors pour autant, la Convention citoyenne pour le climat a quand même un peu stigmatisé, en tout cas a parlé du problème du stockage comme étant un facteur polluant aujourd'hui. Comment vous vous positionnez sur cette question et quelle est votre stratégie là, à long terme ? Alors, j'ai envie de dire, hier, on faisait déjà du stockage. On ne change pas. En fait, ce qui est en train de changer, c'est-à-dire que quand hier, on produisait un papier, on conservait aussi l'image numérique. Donc ce stockage, il existait déjà hier. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est se passer complètement du papier et de toute la pollution liée au papier et aller vers le numérique. Ce qui change, c'est que si hier on produisait 1, maintenant on produit 15. Et c'est ça qui change. Et ce qu'il faudrait qu'on arrive à apprendre à faire, c'est que finalement ce 15, est-ce qu'on a besoin d'en stocker 15 ? Est-ce que finalement, sur ces 15, il y en a peut-être que 3 ou 4 qui sont utiles ? Et c'est un petit peu un espèce de tri sélectif qu'il faudrait faire dans le numérique, qui va nous permettre je dirais, de tuer cette image, enfin cette idée qu'il y a
le numérique pollue encore plus qu'hier. Non, c'est pas le numérique qui pollue encore plus qu'hier, c'est nous qui en produisons beaucoup plus et en ne triant pas et en ne supprimant pas, polluons encore plus. Sébastien Maillot-Bibé, est-ce qu'on est dans une surconsommation du numérique? Est-ce qu'on est passé là dans l'excès, selon vous? Alors, C'est vrai que les Français ont, on disait en moyenne, je crois, entre 8 et 11 terminaux. Bon, ça fait beaucoup. Alors, moi, je pense qu'on n'a pas tous besoin d'avoir chacun 2 smartphones, d'avoir une montre connectée, un smartphone, un ordinateur portable, un ordinateur physique, etc. etc. Il y a un moment où... On peut ajouter la box, les enceintes connectées, toute la domotique. Exactement. Donc, Maintenant, ça, ce sont des nouveaux services. alors, ce sont des nouveaux services qui aident aussi, ou qui vont aider à mieux consommer, mieux se protéger, mieux gérer sa santé. On en a parlé tout à l'heure. On Donc, parlait des objets connectés voilà. de santé qu'on appelle de nos voeux. Exactement. Mais entre toute la technologie qui est offerte et parfois des comportements compulsifs, il y a quand même des choses à faire. Parce qu'on a tous un comportement compulsif. Moi, il a fallu, je le dis très clairement, j'avais une montre connectée, j'ai pas su la gérer. Donc j'étais tout le temps en train de la regarder. Voilà. Donc à un moment, je me suis dit j'arrête et je reviens à une montre classique. Donc il y a des comportements compulsifs, il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de regarder leur smartphone, qui même pendant qu'ils sont en train de dîner, plutôt que de discuter, utilisent leur smartphone. Bon, bah, donc il y a des choses quand même qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer qu'on revienne sur l'idée de forfait illimité sur les mobiles, sur Internet? Alors il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de forfait illimité. Vous allez au Canada, vous avez, ou aux États-Unis, vous avez une bande passante maximum, et si vous dépassez, vous payez. Voilà. Donc il y a presque que la France qui a autant mis en place le côté illimité. Donc, oui, mais ce serait quand même un retour en arrière. Qu'est-ce que vous en pensez, Avrat Seveleski? Je pense, pour rebondir aussi sur une de vos questions précédentes, je pense que ça rejoint la question déjà, c'est une question de perception. Ce qui est illimité semble gratuit. Donc, je pense que revenir sur ça ne serait pas négatif, au contraire. D'autre part, faire payer... C'est-à-dire donner notion du coût à l'utilisateur final. Donner notion de la limite, ce sera vertueux, et donner notion du coût. Et dans ce sens-là, une hausse des coûts n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est refléter le coût réel environnemental du numérique. Le Sénat, dans un rapport récent d'ailleurs, proposait une taxe carbone aux frontières pour internaliser le coût environnemental réel du numérique. Est-ce que c'est à l'utilisateur de supporter ses coûts? Quid du pouvoir d'achat? Ça pose des questions très compliquées. Ça pose effectivement des questions, et je pense qu'aujourd'hui, pour rejoindre Sébastien, il y a une marge de manœuvre réelle entre la consommation utile et la consommation compulsive. Quelles précautions doivent prendre les politiques, mes chers consultants en stratégie, là, sur ce sujet? Je pense que des expériences récentes montrent la nécessité de travailler sa communication sur les sujets, la nécessité d'être dans une démarche de concertation, d'information, de communication, afin de pouvoir engager la société dans une démarche, parce que c'est une démarche systémique. On a la sobriété des usages n'est pas indépendante des efforts des industriels. Sébastien Maillot-Bibé, vous feriez quoi, vous, vous donneriez quoi comme conseil, en fait, au secrétaire d'État à la transition numérique? Je pense que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je partirai sur la sensibilisation et la prise de conscience. Je pense que personne ne sait aujourd'hui quelle est sa consommation numérique. Ce serait peut-être bien qu'on ait un indicateur. Et ça suffit, ça, pour faire une politique? C'est déjà un début. Voilà. Moi, je pars du principe que les individus sont intelligents. Si on leur explique clairement les choses, qu'on a un discours clair, argumenté, qui les incite plutôt qu'il les punit, ça peut marcher. Ça marche sur beaucoup de sujets. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas sur le numérique. Je voulais revenir à Charles Duboulet de CDC Archineo. Vous êtes toujours en ligne avec nous. Moi, je me demandais si, parce qu'on évoque aussi cette tendance possible d'aller vers plus de low-tech, en fait, de réduire la voilure aussi sur les technologies. On n'a pas forcément besoin de tout ce qu'on a et de toutes les capacités de nos appareils. Vous, quand vous entendez ça, là, une tendance vers le low-tech, comment vous réagissez? Est-ce que ça vous inquiète?
Non, ça m'inquiète pas. C'est pas. En fait, la tendance, c'est pas vers le low-tech spécialement qu'il faut aller, c'est vers des technologies qui sont moins énergivores qu'elles ne le sont aujourd'hui. Nous, dans nos data centers, ça fait déjà 20 ans qu'on récupère la chaleur pour l'utiliser pour les sanitaires, enfin toute la partie sanitaire des locaux, des infrastructures, des data centers. Donc ça, et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que par exemple, on a sur nos serveurs des disques durs classiques qui sont très énergivores. Basculer vers du SSD, c'est diviser par 10 la consommation énergique. Donc, et là, on ne va pas vers du low-tech, on va vers sur plutôt des produits encore plus high-tech, mais qui sont beaucoup moins énergivores. Le danger du low-tech, c'est qu'on va avoir des produits qui ne vont pas, en termes de consommation d'énergie, être moins élevés. Le low-tech, c'est pas donner moins de services à l'utilisateur. Enfin, en tout cas, si c'est donner moins de services à l'utilisateur, c'est le brimer, c'est aller au contraire de ce qu'on vient d'évoquer. Il faut qu'il arrive à avoir quelque part le même niveau de service. Il faut simplement qu'on sensibilise à moins, ou en tout cas mieux utiliser ces services informatiques et peut-être arrêter d'envoyer, comme c'est le cas en vacances, 45 fois une vidéo, parce que ça c'est de la pollution. Ah bah alors vous rejoignez Cédrico sur cette question. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez d'ailleurs? Quelle serait votre recommandation avant de présenter sa stratégie? Je n'ai pas la prétention de donner des recommandations à Cédrico. Moi, simplement, c'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants, c'est de les sensibiliser au fait. Arrêtez d'utiliser, arrêtez de vous connecter, réfléchissez avant d'envoyer. Est-ce que c'est utile? Est-ce que vous n'êtes pas en train simplement de polluer la boîte aux lettres de vos destinataires en faisant ça? Parce que, objectivement, ça ne sert à rien, ça a déjà été fait 10 fois. Donc, c'est vraiment un travail, et ça revient, à mon avis, de pédagogie qu'il faut faire auprès des Français. Et il faut peut-être aussi qu'on arrive, l'idée du compteur de numérique qu'on peut avoir, c'est une bonne idée. Pas forcément très facile à mettre en œuvre, mais c'est une bonne idée. Ou en tout cas, de sensibiliser. Qu'est-ce que moi, à titre personnel, je contribue à polluer dans mon usage du numérique? C'est ça qu'il faut qu'on arrive, si on veut pas passer à la répression. Parce que la répression, effectivement, c'est pas compliqué. On met un tarif et on plafonne. Mais là, on fait que des mécontents. Merci beaucoup Charles Duboulet de CDC Archineo d'avoir donné une petite feuille de route finalement quand même au secrétaire d'État à la transition numérique. Il va écouter notre émission, il aura pris des notes. A priori, vous êtes quand même tous sur la même ligne. Il faut faire de la pédagogie sans entrer dans de la culpabilité quand même, j'imagine. C'est ça toute la difficulté en fait quand on est aux commandes. Alors exactement. Sébastien Maillot-Bibé. Exactement. Je reviens sur la santé. Il y a des campagnes qui ont très bien marché sur la prise de conscience de certains comportements à risque. Il y en a d'autres qui n'ont pas marché. Il a fallu aller dans le répressif, mais parce qu'on était aussi dans le compulsif. Mais avant d'aller dans la répression, commençons déjà par essayer la sensibilisation. Et l'industrie. Il faut aussi s'intéresser aux fabricants, à l'industrie, aux minerais qui sont extraits et qui sont de plus en plus rares. Ça, c'est quand même tout ce volet. On espère qu'il sera adressé, j'imagine, par Cédrico. On l'espère. Bon. On l'espère aussi. On attend avec impatience le plan. Il faudrait qu'on arrive sur le numérique à avoir la même chose de la part des industriels que sur l'automobile. Il y a 15 ans, on parlait de puissance. Aujourd'hui, on parle d'économie, d'usage. Donc, il s'est bien passé une transformation. Il va falloir sans doute qu'on fasse la même chose sur le numérique. On a des modèles, tout à fait, des modèles d'autres industries. Exactement. Qui ont précédé ce débat. Merci beaucoup, Avra Teveleski. Je n'arriverai pas à le dire. Teveleski, tout à désolée, fait, Delphine. De Kearney, Sébastien Maillot-Bibé de Verton d'être venu débattre sur le plateau sur la pollution numérique. Alors là, après la pause, eh bien, on va quitter cette planète Terre. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et j'ai le plaisir de vous annoncer un tout nouveau rendez-vous dans cette émission, un rendez-vous sur la conquête de l'espace. Et pour cela, j'accueille Cécilia Severi. Bonjour. Bonjour. Alors pour cette première, vous allez nous parler de la planète Mars.
Oui, tout à fait, parce que Mars était la destination de l'été. Pourquoi ? Parce qu'on a eu la chance d'assister à 3 lancements vers la planète rouge. La sonde Hope, d'abord, première mission interplanétaire d'une nation arabe, les Émirats arabes unis. Dans la foulée, la Chine aussi a réussi son premier envoi. Enfin, Persévérance, la sonde américaine, a fermé le bal le 30 juillet dernier. Alors vous allez me dire, Delphine, ça commence à faire pas mal de monde pour une même destination. Pourquoi 3 envois vers Mars ? Bien parce qu'en fait, un tel lancement n'est possible que tous les 26 mois. C'est une fenêtre de tir qui se calcule lorsque la Terre est 44 degrés en arrière de la planète Mars. En fait, c'est le moment où la planète Mars est la plus proche de nous, ce qui permet un voyage beaucoup moins coûteux en énergie. Et donc, nous y voici cette année. Cette fenêtre s'étendait du 14 juillet au 3 août. Et alors, une fois qu'on a la fenêtre de tir, on fait quoi ? On avance tout droit vers Mars ? Alors, en fait, la vraie difficulté, c'est que nous bougeons, la sonde va bouger et la planète Mars aussi va bouger. Donc, notre Terre et Mars tournent autour du Soleil à des distances et des vitesses différentes. Donc, il faut trouver les positions relatives des deux planètes. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver la bonne direction, en fait. Exactement, mais ce n'est pas un voyage en ligne droite parce que ce serait bien plus coûteux en carburant. Le voyage s'effectue en orbite de transfert, appelée aussi l'orbite de Hohmann. On utilise tout simplement la gravité, celle qui permet de maintenir un objet en orbite autour d'une planète. Imaginez, c'est comme utiliser le courant d'une rivière au lieu d'allumer les moteurs, tout simplement. Et avec cette méthode, on utilise seulement 2 fois les moteurs quand on change d'orbite et quand on rejoint l'orbite de la planète rouge. Et alors, à quelle distance sommes-nous de Mars, justement ? Eh bien, cet été, notre planète est à près de 55 millions de kilomètres de Mars. Et ça fait un voyage qui va durer combien de temps, ça ? 7 mois. Et en fait, on passe de 55 à 493 kilomètres parcourus parce que, évidemment, la méthode choisie rallonge le trajet. La sonde Hope, celle lancée par les Émirats arabes unis, arrivera en février 2021. Au même moment, le rover américain Persévérance posera ses roues sur le sol de la planète Mars. Un atterrissage que les Américains avaient appelé les 7 minutes de terreur pour Curiosity en 2012. Vous savez, c'est le rover qui nous a offert un selfie depuis mars en 2019. Et alors, j'entends pas parler de l'Europe, c'est normal ? Et oui, parce qu'en fait, malheureusement, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a dû passer son tour cette année. En juillet, l'agence devait lancer son premier rover martien. Mais entre les difficultés techniques et la crise du Covid-19, on a dû reporter le programme à 2022, la prochaine fenêtre de tir, en fait. Voilà, pourtant, Delphine, nous ne sommes pas tout à fait hors jeu. Figurez-vous que l'ESA est partenaire d'un projet américain colossal. Ça s'appelle Mars Sample Return. En fait, Quel est le but de ce programme ? Alors, le but de ce programme, c'est d'aller récupérer sur Terre des échantillons de sol martien. C'est un programme qui va coûter 10 milliards de dollars et l'Europe en paiera un quart. En réalité, Persévérance, on en parlait tout à l'heure, était la première étape de ce programme. Et ce sera la première fois de l'histoire qu'on effectuera un voyage retour depuis Mars. Ça doit faire à peu près 50 ans que les scientifiques attendent ça. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen de trouver peut-être enfin une forme de vie actuelle ou passée sur la planète rouge. Et alors, comment ça va se passer justement tout ça ? Alors le programme comprend 3 étapes cruciales. La première étape, c'était donc Persévérance, on l'a dit, qui a pour mission d'aller récolter ces échantillons de poussière martienne. Mais pas n'importe où. Le site choisi est le cratère de Jezero, dans lequel l'eau s'est engouffrée il y a près de 4 milliards d'années. La deuxième étape, en 2026, consistera à envoyer un nouveau rover et même une mini-fusée. Le rover pour récupérer ces tubes d'échantillons et la mini-fusée pour les envoyer en orbite autour de Mars. Alors il faut préciser qu'un tel décollage depuis la planète Mars, c'est un des plus grands défis technologiques qu'on ait rencontrés à ce jour. Ça et le retour sur Terre. Et alors, l'ESA entre en jeu à ce moment-là ? Oui, exactement. C'est un vaisseau européen qui aura la grande responsabilité de ramener ces fameux échantillons, de les récupérer en orbite et de les ramener sur Terre, d'effectuer donc ce premier voyage historique, retour sur Terre. Et c'est seulement en 2031 que les échantillons arriveront sur Terre pour être enfin examinés par des scientifiques. Voilà Delphine, vous savez donc pourquoi cet été le trafic était plutôt intense en direction de la planète Mars et surtout, vous savez que nous sommes en train de vivre un tournant de la conquête spatiale. Merci beaucoup Cécilia Severi pour ce nouveau rendez-vous. Je vous garde avec moi parce que la scientifique que vous êtes risque d'être très intéressée par notre rendez-vous à suivre. Et
demain, les technologies vont-elles devenir notre meilleur allié contre la contamination par le coronavirus dans les espaces clos en particulier? Il y a une technologie là dont on va parler tout de suite, c'est le plasma froid. Alors bonjour Philippe Bachat, merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes ingénieur aéronautique et biomédical de formation et vous êtes surtout spécialiste des solutions technologiques du plasma froid et d'ozone pour la purification de l'air. Vous êtes en charge en ce moment au sein de la société Néogienne du développement commercial de cette technologie en France. Alors qu'est-ce que c'est ce plasma froid? Bonjour Delphine, comment allez-vous? Très bien, Écoutez, la merci. technologie du plasma froid n'est pas une nouvelle technologie. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle est en utilisation un peu partout dans le monde. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas en France, sauf dans les salles propres et les blocs opératoires. Donc, nous la trouvons particulièrement au sein des CHU, en règle générale. Et le plasma froid, contrairement aux autres technologies de purification de l'air, est une purification active. Ce qui veut dire que nous sommes en train de produire des ions positifs et négatifs qui vont se propager au sein de l'air ambiant dans les espaces clos. Et là, j'insiste pour dire que c'est exactement tous les espaces clos, et non seulement donc dans les blocs opératoires ou les salles propres en particulier, de façon à neutraliser toutes sortes de polluants que nous trouvons donc dans ces espaces clos. Alors moi je l'ai déjà, s'il vous plaît, juste parce qu'avant de nous expliquer ce que ça a de différent, qu'est-ce que ça fait, dans quoi ça marche, c'est quoi le plasma froid? C'est quoi cette technologie? À quoi ça ressemble? Alors, le plasma froid, c'est en fait la diffusion d'ions positifs et négatifs. Nous sommes en train de répliquer ce qui se fait dans la nature, c'est-à-dire la production de ces ions positifs et négatifs qui, eux, servent à neutraliser toutes sortes de polluants. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en montagne ou au bord de mer, près des chutes d'eau, etc., vous avez la sensation d'avoir une qualité de l'air bien meilleure que, par exemple, en milieu urbain ou en particulier au sein des domiciles ou dans les espaces clos. Alors, donc, est-ce que véritablement cette technologie, ce plasma froid, peut lutter contre une contamination au coronavirus? Oui, tout à fait. Alors, comme j'avais dit, ce n'est pas une technologie qui est nouvelle et qui a déjà fait ses preuves contre énormément de virus, de bactéries, etc. Dernièrement, nous avons réussi, suite donc à son succès contre le coronavirus, le premier coronavirus qui s'est propagé malheureusement en Asie du Sud-Est. Donc, suite à son succès à éliminer ce coronavirus, nos collaborateurs en Espagne de la société Taera ont décidé, avec la collaboration du ministère de la Défense, de tester l'action germicide de cette technologie contre le nouveau coronavirus. Et ils ont fait ce test donc en conditions réelles. Ils ont isolé une chambre dans laquelle ils ont mis des mannequins pour simuler une chambre de patient dans un hôpital ou des urgences. Ils ont diffusé le virus dans l'air et ils ont activé la production grâce à nos produits, grâce aux produits qui produisent donc des ions positifs et négatifs. Ils ont réussi donc à prouver et à certifier l'élimination du coronavirus de l'air en 10 minutes, de même que des surfaces. Et les surfaces étant donc, dans ce cas-là, les murs, les plafonds, les tables et les masques qu'ils avaient utilisés sur ces mannequins. Ça veut dire que ça a été validé par la communauté scientifique. Validé, effectivement. Et dans ce cas, pourquoi on ne trouve pas d'utilisation là en France? Vu que le test a eu lieu il y a à peine 2 mois et que personnellement, je suis donc en charge d'essayer de propager l'information tant au niveau pédagogique qu'au niveau diffusion au grand public, ça prend quand même un peu de temps. En Espagne, ils ont commencé à faire ce travail depuis 2 ans, donc ils ont réussi très rapidement à atteindre un niveau de communication et de connaissance au sein du grand public et avec la collaboration donc des autorités nationales. En France, ça commence et malgré le fait qu'on vienne de commencer, je suis très heureux de vous dire que nous enregistrons énormément de ventes, énormément d'intérêt de la part de personnes de compagnies qui vont distribuer nos produits grâce à leur réseau professionnel, que ce soit dans les systèmes de traitement de l'air ou que ce soit au niveau de leur salle de vente, etc. Alors justement, est-ce qu'il y a un type d'espace qui se prête davantage à l'utilisation de cette technologie du plasma froid? Où est-ce qu'on peut l'utiliser? Dans quel cadre? Et quelles sont ses limites aussi? Alors, tout à fait. Alors, je vous remercie de mentionner ça parce qu'effectivement, le but de Néogienne est littéralement de faire en sorte que les gens se rendent compte que cette technologie peut s'appliquer à tous les espaces clos.
et j'insiste sur ce point, tous les espaces clos, que ce soit donc les espaces professionnels, les bureaux, les hôpitaux, les hôtels, les gyms, les restaurants, les écoles, les universités, les aéroports, les gares, les métros, donc tous les espaces clos. Les plateaux télé, par exemple. Absolument, absolument, tout à fait. Je n'ai pas vraiment de référence à ce niveau-là, mais bon, les références internationales que nous avons sont suffisamment représentatives. On parle des plus grands hôpitaux dans le monde, en particulier aux États-Unis. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, par exemple, vous avez 400 hôpitaux qui ont déjà installé cette technologie. Vous avez 80% de leurs ambulances qui utilisent déjà cette technologie. Nous avons des références telles que le Pentagone, la Maison-Blanche. Encore une fois, la plupart de ces références sont des références en Amérique du Nord, malheureusement, puisque nous sommes un peu en retard en Europe. Mais bon, nous avons espoir de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes connaissent cette technologie et aussi de façon à ce qu'elle puisse contribuer donc pour que, d'une certaine manière, à la reprise économique, de façon à réduire l'angoisse qu'auraient les consommateurs à repartir vers ces établissements recevant des personnes, que ce soit au niveau public, privé, etc. Donc voilà. Cécilia Severi, c'est quand même incroyable cette histoire, non, cette technologie. Vous en aviez entendu parler du plasma froid? Non, pas vraiment. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de technologies qui sont en train d'être développées ou qui ont déjà été développées, qu'on découvre maintenant avec le coronavirus. Et c'est incroyable de voir un des les effets qu'on a positifs, ça accélère la recherche. Merci beaucoup Philippe Bachat de Néogienne d'avoir été avec nous dans Smart Tech. Merci à tous, c'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces découvertes et puis aussi ces réflexions sur l'innovation. On conclut avec 4 jeunes pousses innovantes dans notre lab Startup. Et moi, je vous dis à lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.